Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Les indicateurs économiques chinois du mois de mai ont été rendus publics. Quelles sont les grandes tendances de la croissance économique de la Chine? Comment va évoluer la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Quelles sont les perspectives d'avenir? Nous en discutons avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Les indicateurs économiques du mois de mai ont tous été rendus publics. Quelles sont les données qui ont le plus attiré votre attention? En fait, oui, selon les statistiques du Bureau national, le taux de croissance est stable dans l'économie chinoise. Il y a des figures qui sont plutôt encourageantes en ce qui concerne l'exportation. En début de cette guerre commerciale que les Américains ont lancée à l'égard de la Chine, l'exportation chinoise continue de s'accroître. En particulier dans tous les marchés du monde en plus. Le seul changement, si changement il y a, c'est l'exportation chinoise vers le marché américain décline un petit peu à cause de la guerre. Oui, de cette guerre, de taxes, etc. Surtout à cause des impositions que l'administration Trump a imposées à la fois sur l'exportation chinoise, mais aussi sur l'importation de la Chine des États-Unis, c'est-à-dire l'interdiction que le gouvernement Trump avait donnée aux entreprises américaines de vendre des produits technologiques à la Chine, à des sociétés chinoises. Et ça a causé un déclin de l'exportation américaine vers la Chine. Donc, le commerce extérieur avec les États-Unis a baissé légèrement. Parmi tous ces chiffres, quels sont ceux qui étaient attendus et ceux qui ont davantage surpris? Ce qui était attendu, c'est l'exportation vers l'Union européenne. L'Europe, une fois de plus, est devenu le plus grand marché de destination de l'exportation chinoise. Parce que avec les États-Unis, l'Union européenne et les États-Unis sont alternativement le plus grand marché de l'exportation chinoise. Mais depuis la crise financière, les États-Unis étaient le premier marché de l'exportation chinoise pendant très très longtemps. Mais cette fois-ci, l'Union européenne, à nouveau, est devenue le premier marché de l'exportation. L'exportation chinoise vers les pays de l'ASEAN a connu aussi une croissance exponentielle. Cette année, une augmentation très rapide, mais probablement, parce qu'on n'est jamais sûr, mais probablement à cause de cette guerre commerciale. Parce que certains pays de l'ASEAN, donc de l'Union, de l'Association des pays sud-est asiatiques, ne sont pas sur la liste de sanctions du gouvernement Trump. Donc ces pays-là pourraient encore profiter d'un climat de commerce international plus favorable avec les États-Unis. Et des entreprises chinoises ou des entreprises internationales profitent de la situation pour détourner une partie de leur production de la Chine vers ces pays et puis finalement par un émir de ces pays vers le marché américain. Les chiffres montrent que la consommation domestique ne cesse de grimper. Oui. Et les chiffres du commerce extérieur sont également en augmentation. Sur le plan macroéconomique, l'économie chinoise dans son ensemble se porte bien. Toutefois, il y a clairement une pression à la baisse qui s'exerce. Est-ce que la croissance économique du pays est condamnée à ralentir dans les années à venir? Je ne pense pas, parce que oui, le ralentissement de la croissance chinoise est d'abord voulu par le gouvernement, parce que la Chine est en train de s'engager dans une espèce de restructuration de son économie. Dans ces efforts de restructuration, il y a forcément des domaines où les activités chinoises, les activités économiques seront balayées, en fait.
on voulait réduire les activités économiques dans certains secteurs où il y a une évidence de surproduction. Et là, on doit fermer les entreprises, on doit fermer les usines, on doit faire des réajustements dans ces domaines-là pour encourager l'investissement dans d'autres domaines. Mais tout cela n'est pas fait instantanément. Donc il y a un décalage entre tout cela, et ce décalage est l'origine du ralentissement de la croissance. Donc il y a ça. D'une certaine manière, la croissance ou le ralentissement de la croissance a été voulu par le gouvernement, et ce ralentissement est sous contrôle. Parce que le gouvernement a encore des outils. Et il peut encourager la croissance dans un ou dans plusieurs secteurs à la fois. Et c'est le cas, par exemple, dans le domaine de production des appareils semi-conducteurs. Oui, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, des puces d'ordinateurs, des puces, des équipements de télécommunications, etc., etc. Parce que ces équipements, ou la production de ces équipements, sont sous la sanction du gouvernement Trump. Le gouvernement Trump interdit la vente par des sociétés américaines à des compagnies chinoises. Et cela cause un certain problème pour les entreprises chinoises, mais cela suscite aussi l'enthousiasme de recherche et de développement d'autres entreprises chinoises. De la production interne. C'est ça, d'autres entreprises chinoises. Et ces entreprises maintenant travaillent jour et nuit. Aujourd'hui, ces entreprises travaillent jour et nuit pour remplacer justement l'importation des États-Unis de ces pièces. Les statistiques des douanes montrent une augmentation des imports-exports par les entreprises privées qui occupent une part de plus en plus importante de l'activité économique. Et bien sûr, l'entreprise privée, c'est la grande majorité des producteurs dans le secteur, comme je vous ai mentionné, dans le secteur semi-conducteurs, des équipements de télécommunication, etc., etc. En fait, la plus grande compagnie chinoise sous la sanction américaine, Huawei, est une grande entreprise privée. Dans ce domaine-là, la plupart des entreprises sont des entreprises privées. Et donc, évidemment, avec la sanction américaine, bien les entreprises privées dans ce domaine-là sont activées. Et elles travaillent beaucoup pour essayer de fournir des pièces détachées à des sociétés comme Huawei, et aussi pour remplacer les importations américaines. Est-ce que cela montre que l'activité économique interne de la Chine est en train d'augmenter? C'est ça. Les activités économiques à l'intérieur de l'économie chinoise est en train de s'améliorer en plus. Ce n'est pas seulement augmenté, mais est en train de s'améliorer. Parce que lorsque les entreprises chinoises de télécommunications, etc., pouvaient importer des pièces détachées des entreprises américaines, eh bien, c'était la chaîne de production internationale ou la chaîne de production mondiale. Elles se contentaient d'acheter. Eh bien, les entreprises chinoises de production, semi-conducteurs, etc., n'avaient pas beaucoup de marché en fait. Le marché était quasiment monopolisé par quelques entreprises américaines. Mais maintenant, ça crée des opportunités pour le développement des entreprises chinoises. Donc, d'une certaine manière, paradoxalement, cette guerre commerciale a suscité l'enthousiasme des entreprises chinoises dans la recherche et le développement, surtout dans le domaine de semi-conducteurs. Sur le plan international, le commerce d'import-export à travers les zones franches est en expansion rapide. Il représente aujourd'hui 11,5% du volume global du commerce extérieur de la Chine. Quelles sont les perspectives de développement des zones franches? Les zones franches, en fait, le gouvernement chinois a voulu faire promouvoir le développement des zones franches dans plusieurs provinces de Chine. D'abord dans quelques régions de pilote, puis dans la deuxième vague de la construction des zones franches, ou ce qu'on appelle des zones de libre-échange en Chine,
Et il y a de plus en plus d'activités économiques. Surtout, il y a de plus en plus d'investissements étrangers directs dans ces zones-là, dans ces zones franches, dans les zones de libre-échange, etc., etc. Non seulement il y a des entreprises financières, parce que la dernière fois, la création de ces zones franches était destinée à attirer plus d'entreprises financières aussi, pour faire des zones d'expérimentation dans le domaine de la libéralisation du secteur financier. Donc, il y a beaucoup d'entreprises financières dans ces zones-là, mais aussi il y a beaucoup d'entreprises de haute technologie. Quand on va par exemple à Shanghai visiter ces zones franches, etc., on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, je dirais beaucoup parce que ce sont des PME, ce sont des entreprises de taille moyenne et petite, mais qui possèdent souvent une technologie spéciale. Ce sont souvent des PME de très grande qualité, de haute technologie. Le secteur de l'e-commerce demeure un secteur en très bonne santé avec une croissance continue. Les grandes compagnies chinoises de l'e-commerce organisent de nombreux événements ou opérations marketing qui ont pour objectif de stimuler la consommation. Selon vous, quelles seront les tendances de développement du secteur électronique du pays? Je vous dis que oui, le secteur électronique connaît un élan énorme à cause de l'interdiction, à cause de sanctions du gouvernement Trump. En fait, ça a créé des opportunités de développement, d'abord pour les entreprises chinoises, mais aussi ça a créé des opportunités de coopération pour les entreprises chinoises, mais aussi les entreprises japonaises, coréennes et européennes. Parce qu'en fait, la Chine a le plus grand marché des produits électroniques, semi-conducteurs, etc. La demande chinoise représente entre 60 et 70% de la demande globale. Donc, c'est un marché énorme. Dans le passé, les entreprises américaines étaient les principaux fournisseurs de ce marché. Avec la sanction américaine, bien sûr, de facto, les entreprises américaines sont exclues du marché chinois. Donc les entreprises européennes, japonaises, sud-coréennes ont trouvé une bonne opportunité de développement sur ce marché. Donc il y a de plus en plus de projets de coopération entre les entreprises chinoises et ces entreprises-là, les entreprises du Japon, de la Corée du Sud et de certains pays européens aussi. En ce moment, le thème de la dégradation de la consommation suscite un vaste débat. Comment analysez-vous ce phénomène? En fait, il serait difficile de qualifier la consommation en dégradation. Non, parce que la consommation intérieure du marché chinois est en augmentation. Quoique, bien sûr, il y a aussi une tendance de ralentissement. Parce qu'on ne peut pas compter toujours sur la croissance infinie de la consommation intérieure. D'ailleurs, si on regarde les objets de consommation, les voitures, etc., ils sont d'une certaine manière en saturation. Donc on ne peut pas compter toujours sur les mêmes produits pour une augmentation infinie. Mais cela dépend de l'ordre. S'il y a une nouvelle offre de produits nouveaux, de types nouveaux, etc., les consommateurs chinois sont toujours curieux, sont toujours intéressés par le lancement de nouveaux produits. C'est pour ça que sur le marché chinois, le marché chinois de consommation est très dynamique. Il faut toujours offrir de nouveaux produits aux consommateurs. Et d'ailleurs, dans le passé, c'était par exemple pour remplacer les voitures traditionnelles, c'est-à-dire les voitures à essence, à diesel, etc. La Chine est devenue premier porteur de voitures électriques. À Shanghai, par exemple, dans quelques régions de Chine, ils sont en train de développer l'énergie hydrogène. Puis, il y a toute une série de technologies liées à l'utilisation de l'énergie hydrogène. Et ça aussi, il pourrait y avoir de nouveaux types de voitures, de nouveaux types de généralisation de plantes, des centrales électriques, etc., etc. Donc ça crée des occasions d'investissement.
Et ça crée de nouveaux types de consommation, nouveaux types de produits pour le marché de consommation. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a démarré il y a presque un an. Peut-on dire que les Américains ont infligé un coup sévère à la Chine? Au contraire, les Américains, le gouvernement Trump, a infligé un coup sévère aux entreprises américaines et aux consommateurs américains. Tout dernièrement, selon les statistiques, selon les études d'un institut américain de recherche de grand prestige, l'Institut Peterson d'études économie internationale, c'est un grand institut de recherche sur l'économie mondiale, a sorti une étude sur les conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le résultat est que finalement, cette guerre a fait perdre plus de 560 dollars par tête d'habitant aux États-Unis. Donc tous les Américains par tête de consommateur a perdu plus de 560 dollars. Si cette guerre se prolonge, elle continue, et que l'administration Trump met en application les menaces de relever la taxe jusqu'à 25%, cette étude lance un avertissement disant que ça va être très dangereux parce que chaque Américain risque de payer aussi cher que 2600 dollars de plus par an. Donc ça va visiblement, si tous les consommateurs américains doivent payer plus de 2600 dollars par an, ça créerait des pressions de récession sur l'économie américaine. Et comme ce que vous avez dit, les principaux perdants des taxes douanières imposées par les États-Unis, en fait, sont les entreprises et les consommateurs américains. Oui. Dans ce cas-là, Trump n'a pas peur de faire porter ce fardeau au peuple américain? Si, je pense que tôt ou tard, l'économie américaine sera affectée par cette augmentation à outrance de droits de douane, parce que l'économie chinoise et américaine sont tellement imbriquées que finalement, si le gouvernement Trump continue de relever le taux de douane, ça va casser la chaîne de production entre la Chine et les États-Unis. Ça va créer des pénuries de fourniture de la Chine aux entreprises américaines et au marché. S'il s'agit des objets de consommation, le marché de consommation américaine dépend à peu près à hauteur de 60% de la production chinoise. Donc, forcément, la taxe va susciter un taux d'inflation tel que finalement, à la fin, la Réserve fédérale sera obligée de relever rapidement le taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation, et ça risque de percer la bulle financière qui se développe depuis un certain temps sur la bourse de New York. Et les États-Unis risquent à ce moment-là d'avoir une grande crise financière, comme en 2008, ou sinon plus sérieux. Mais pour l'instant, quels bénéfices ont retiré les États-Unis de cette guerre commerciale? Non, il n'y a pas de bénéfice, il y a seulement le slogan. Et il y a un effet psychologique. Il y a un effet psychologique parce que, en fait, les gens ordinaires ont peu de compréhension du commerce international. Donc, on ne sent pas ça. On sent l'inflation va venir un peu plus tard. Maintenant, le taux d'inflation commence à se relever. Mais ce n'est pas encore le moment parce que jusqu'à maintenant, la taxe imposée par le gouvernement Trump sur l'exportation chinoise était concentrée sur les produits intermédiaires, non pas sur les objets de consommation. Sur les produits intermédiaires, cela veut dire qu'il y a un décalage entre la hausse générale des prix et le fardeau de la taxe assumée par les entreprises américaines. Et donc, il y a un décalage, etc. Mais tôt ou tard, cette hausse des prix deviendra une réalité, et à ce moment-là, les électeurs américains seront fâchés.
je pense. Et depuis la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Donald Trump a pour objectif affiché de baisser drastiquement le déficit commercial entre les deux pays. Mais les chiffres publiés par l'administration des douanes de la Chine sont terribles pour le président américain. Loin de baisser, le déficit commercial entre les deux pays continue d'augmenter. Ah oui. Cette tendance va-t-elle augmenter la pression sur le... Je n'en sais rien parce que c'est ironique. La guerre commerciale a été commencée l'année dernière et pendant un an, le déficit américain vis-à-vis de la Chine a battu un record historique, jamais vu. Parce que les entreprises américaines, parce qu'il y a un délai, il y a un décalage entre l'ordre de sanctions décidé par le gouvernement Trump et la date de la mise en application. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement Trump laisse toujours une période de 3 mois avant que la décision soit complètement mise en application. Et pendant ces 3 mois, les entreprises américaines importent et en fait du stockage pour cela. Donc ce qui fait que finalement il y a beaucoup plus de l'exportation chinoise vers le marché américain que prévu. Parce que régulièrement, l'exportation de Chine vers le marché américain était régularisée, mois par mois, etc. Tandis que là, pendant un an, beaucoup d'entreprises américaines ont importé beaucoup plus que prévu pour en faire du stock, pour se préparer à des jours de difficultés. Est-ce que les situations actuelles vont inciter Donald Trump de prendre de nouvelles mesures? Ce n'est probablement pas une question personnelle de Donald Trump. Parce que Donald Trump est entouré d'un groupe de personnes qui deviennent complètement déraisonnables. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui entourent Donald Trump qui pensent que la guerre commerciale serait l'outil rationnel pour le gouvernement américain d'écraser d'abord l'économie chinoise et de faire renverser le gouvernement chinois, donc le Parti communiste chinois. Ce sont des gens de tendance politique radicaliste, d'extrême droite, etc. Et ces gens-là ont une conviction, c'est de battre la Chine, quel que le coût imposé sur les entreprises américaines. En fait, depuis des mois, la Maison Blanche, le bureau de représentants commerciaux, etc., reçoivent tout le temps des protestations en provenance des associations de fabrication américaines, en provenance des associations des agriculteurs, etc., parce que cela souffre énormément de cette guerre commerciale. Par exemple, l'agriculture américaine a perdu beaucoup. Les agriculteurs, producteurs de soja, ont perdu beaucoup. Le marché chinois représente plus de 60% de l'exportation américaine de soja. Donc, les agriculteurs américains, producteurs de soja, comptaient beaucoup sur le marché chinois. Maintenant, c'est 60% de l'exportation annulée. Donc, si on regarde le prix du soja sur le marché américain, ça a chuté plus de la moitié. En plus, ça a rajouté le stockage, le coût de stockage de ces agriculteurs américains. Parce qu'ils sont obligés de les stocker. En plus, ça gêne la planification de la production agricole de l'année prochaine. Les agriculteurs américains ne savent plus comment cultiver et quelle serait la surface appropriée pour la culture du soja l'année prochaine. Beaucoup d'entreprises américaines comptaient sur l'importation des pièces intermédiaires de Chine pour finaliser la production sur le sol américain. Maintenant, avec l'augmentation de taxes, etc., ça rend leur production complètement inefficace. Et ça rend les entreprises américaines complètement folles maintenant.
Les 5 premiers mois de 2019, le volume des importations et exportations entre les pays le long de l'initiative Ceinture et Route a cru plus rapidement que le volume global du commerce extérieur de la Chine. Comment analysez-vous ce phénomène? Je pense que c'est un très bon signe parce que la plupart des pays le long des anciennes routes de la soie, ce sont des pays en développement. Ces pays-là ont besoin de l'investissement dans les infrastructures pour bâtir une fondation de développement économique saine. Et depuis 5 ans, la Chine a beaucoup investi dans ces pays-là, ce qui, bien sûr, fait augmenter le commerce international, ce qui fait augmenter l'investissement transfrontalier, ce qui fait augmenter aussi l'investissement direct dans ces pays-là. Parce que, à mesure que les infrastructures s'améliorent, ces pays attirent de plus en plus d'investissements, non pas seulement de Chine, mais aussi d'autres pays. Parce que le climat des affaires commerciales s'améliore à mesure que les infrastructures se perfectionnent. Et ça attire de plus en plus parce qu'il est plus facile de faire des affaires, d'installer des entreprises et de faire du business dans ces pays-là. La pression de la part des États-Unis, loin de ralentir les avancées scientifiques et technologiques chinois ou encore la montée en gamme de Made in China, semble au contraire faire office d'accélérateur. C'est ça. C'est ce que je vous explique. En fait, parce que dans le passé, on pouvait importer facilement des produits dits technologiques des États-Unis, et ces produits sont bon marché, etc. La Chine importe beaucoup. La Chine est le plus grand marché, donc la Chine importe beaucoup de ces produits. Mais maintenant, comme le gouvernement américain a interdit la vente de ces produits-là, les entreprises chinoises sont obligées de les faire elles-mêmes. Et il y a aussi des entreprises technologiques chinoises qui ne pouvaient pas rentrer dans ce marché à cause du prix, à cause etc. Maintenant, elles sont entrées dans ce marché et elles produisent des produits de qualité. Donc, quand vous avez un grand marché, eh bien, vous devez faire un effort. Et puis, quand vous faites un effort, non seulement en termes de production de quantité, mais aussi en termes de production de qualité, et visiblement, il y a une amélioration de la qualité des produits chinois dans le domaine de semi-conducteurs, par exemple. Avec le temps, la Chine va s'adapter de mieux en mieux à la guerre commerciale, alors que les États-Unis risquent de rencontrer de plus en plus de difficultés. Quelles sont les réactions en chaîne que peut entraîner cette guerre commerciale? En fait, à mesure que la guerre commerciale s'avance, les entreprises chinoises deviennent de plus en plus confiantes. Parce qu'au départ, on ne savait pas si on pouvait faire face à des difficultés de l'interruption des ventes, etc., etc. Mais à mesure que la guerre s'avance, et puis on a pu prendre à la mesure de ces mesures de sanction, de toutes ces mesures d'interdiction, etc., et puis on a réalisé que finalement c'est pas grave, c'est pas aussi grave que ça, et on peut s'y faire. Je pense que dans quelques années, les entreprises américaines auraient du mal à faire face à une concurrence terrible de la part de Chine parce que les quelques entreprises américaines étaient en fait en situation de monopole sur le marché mondial. Mais dans l'avenir, elles feront face à une concurrence terrible des entreprises chinoises. Merci d'avoir partagé vos opinions sur les grandes tendances de la croissance économique de notre pays. C'est la fin de cette édition. À la prochaine.